Après la pause, nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission Regard croisé. Vous êtes toujours sur New World Info. Robert Kossigan côté est là, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Ashraf Orosama, juriste de formation, homme politique du PDP. Et puis l'autre homme politique est là, Georges Eo, il est du parti clé, Cercle des leaders émergents. Si vous le permettez, on va le saluer. Vous allez bien? Michel, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Je fais un coucou à Kossigan Akwete, notre président, et Ashraf, le jeune politique. Votre jeune frère. Mon frère, tant aimé. Et donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Allez, on va aller à Bamako, au Mali. 3 groupes armés du nord du Mali ayant combattu l'État central par le passé ont fusionné, c'était mercredi 8 février, dans une période de crispation avec Bamako. Les 3 mouvements jusqu'alors regroupés dans la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, une alliance de groupes à dominance touareg avec une composition arabe, ont signé un document de façon de fusion, j'allais dire, lors d'une cérémonie à Kidal, ville du Nord, sous le contrôle. Robert Kossigan Akwete, on peut dire que ça inquiète à Bamako. Certains Maliens interrogés veulent karma la guerre contre ces groupes terroristes. D'autres parlent de discussions pour amener la paix définitive dans ce pays. Vous savez, c'est ce qu'on a toujours dit, que les 5 colonels à la tête du Mali ne savent pas ce qu'elles cherchent. Il ne suffirait pas de surfer sur une coopération avec la Russie et compter que les forces Wagner vont régler les problèmes sécuritaires du Mali, point c'est tout, non. Donc pour vous, les problèmes ne sont pas réglés? Écoutez, il faut aussi la paix intérieure. Vous savez, ce n'est pas pour rien, l'État malien même a milité pour signer les accords d'Alger avec ces groupes. Oui, ces groupes rebelles. Les groupes rebelles, c'était en 2015. Qui regorgent en leur sein des terroristes, en tout cas. Puisque c'est des gens, entre-temps, qui réclamaient l'indépendance de leur zone. Entre-temps, ils ont collaboré avec des groupes terroristes sur le terrain. Et c'est ça qui a poussé l'État malien à demander à signer sous, je crois, la médiation algérienne et peut-être avec l'Union africaine. L'Union européenne également. Il y avait plusieurs partenaires. Oui. Voilà. Ils ont signé un mémorandum avec ces groupes-là pour que la paix y règne. Rien ne vaut la discussion, rien ne vaut le dialogue. Que de compter sur les forces Wagner pour faire la guerre à tout le monde. Je dis, si à l'intérieur du Mali, il y a des groupes rebelles qui ne se reconnaissent pas, d'abord, vous avez constaté que c'est les mêmes groupes qui ont refusé le projet de constitution qui est actuellement sur la table. Ouais. Ils ont rejeté cette constitution-là. Donc ça voudrait dire que c'est une partie du Mali qui ne reconnaît pas l'autorité de l'État ou qui n'est pas satisfait, en tout cas, de ce qui se fait actuellement. Et donc, que ces colonels-là rentrent en discussion avec eux pour alors arracher la paix. Puisque là, vous préconisez aussi les discussions. La finalité de cet accord préconisait que ces combattants rentrent dans l'armée régulière. Il y a certains qui sont rentrés dans l'armée régulière. Voilà, il y en a d'autres qui sont pas encore rentrés. Donc, c'est tout un chemin. Rien ne vaut 2015. C'est-à-dire que rien ne vaut le dialogue, rien ne vaut les discussions pour arracher de ces groupes-là. Alors d'abord qu'ils déposent les armes, qu'ils rentrent dans l'armée régulière pour renforcer d'abord les FAMA et aller à l'encontre de ces terroristes qui vous savez que c'est quand même toute une procédure. C'est pas aussi comme du beurre de rentrer dans... C'est parce que depuis l'avènement de ces colonels à la tête du Mali, ils ne veulent pas discuter avec ces groupes qu'ils qualifient peut-être de terroristes. Ils ne veulent pas discuter avec eux. Or, est-ce qu'ils ont les moyens de les mater? Est-ce qu'ils ont les moyens de les détruire et de reconquérir tous les territoires qu'ils occupent aujourd'hui? Ce n'est pas aussi facile que nous le disons, puisque c'est des groupes qui ont des appartenances ou qui ont des liens avec des groupes terroristes qui sévissent dans le nord du Mali. Donc je crois aujourd'hui que c'est un faux pas que commettent les autorités maliennes pour fermer totalement la discussion avec ces groupes qui viennent de faire encore un pas qui gêne un peu. C'est-à-dire le fait de se fusionner, ça veut dire qu'ils deviennent plus importants, ils deviennent plus dangereux au pouvoir de Bamako. Donc je crois que ça n'arrange pas les Maliens. Aller
en guerre contre eux ne faciliterait pas le problème puisqu'ils sont des Maliens. Et les populations vivent sous eux et peut-être les soutiennent. Donc je crois que le dialogue doit prévaloir dans cette situation. Une seule entité, nous dit-on, entité politique et surtout militaire. Est-ce que, Georges Géo, vous sentez aujourd'hui que la CEMA a les moyens, les forces nécessaires pour affronter Bamako ou bien ce sont des dilatoires? Est-ce que c'est une manière pour ces groupes rebelles de dire que nous sommes toujours là et nous sommes toujours forts et nous sommes prêts à vous affronter? Écoute, Michel, il faut avouer que c'est à dessein que ces groupes-là se sont associés pour créer ce qu'on appelle la pression sur l'autorité de Bamako afin de gagner un certain nombre de choses qu'ils revendiquaient depuis. Et vous devez savoir que ça les arrange parce qu'ils savent que s'ils sont divisés, alors qu'ils partagent le même territoire vers le nord, il n'y aura pas tellement de pression sur l'autorité de Bamako. Mais unis, ils seront en force afin de revendiquer ce qu'ils revendiquent. Et ils seront écoutés, sans doute. Exactement. Et donc, c'est l'objectif, c'est le mobile derrière le fait d'être ensemble. Reste à savoir, comme vous le dites, est-ce que leur association va recevoir de l'écho au niveau du pouvoir de Bamako ou est-ce que le pouvoir de Bamako va balayer de revers de main leur association ou le fait qu'ils aient mis leurs forces ensemble. C'est l'interrogation que nous devons nous poser. Maintenant, il est vrai que aujourd'hui, le pouvoir de Bamako a reçu des moyens matériels, militaires, pour pouvoir combattre les djihadistes. Mais est-ce qu'il faut combattre les djihadistes et au même moment combattre les rebelles? Est-ce qu'il ne faut pas s'associer avec les rebelles pour qu'ensemble on puisse combattre le terrorisme? Parce que il faut distinguer les rebelles des terroristes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensemble, ils seront plus unis et parce que les rebelles sévissent plus au nord et que ces rebelles-là demeurent et sont domiciliés aussi au nord, je pense qu'ils sont les alliés sûrs pour aider le pouvoir de Bamako à éradiquer comment vous l'appelez, le terrorisme sur le Donc, il faut discuter. Maintenant, si Bamako pense que seul il pouvait, et ce qui va être une erreur fatale, parce que combat sur deux fronts, en même temps, ça va être très très difficile. Puisque les rebelles, eux, ne se cachaient pas. C'est face à face. Eux aussi revendiquent des territoires, ils revendiquent l'autorité, ils revendiquent un certain nombre d'autonomies. Là, ça va compliquer la tâche. Donc, je pense que quand vous voyez le schéma, les FAMA ne vont pas seulement ignorer l'association des rebelles, mais seulement il faudrait que l'association des rebelles aussi pense en l'intérêt général du Mali. Il ne faut pas qu'ils pensent mettre leur intérêt égoïste dans la balance afin de créer plus de problèmes au Mali, parce que la situation est dramatique et sensible au Mali aujourd'hui, qu'on mette encore en avant l'individualisme. Maintenant, ce qui est normal dans ce cas, c'est aussi le fait que est-ce que les autres aussi partagent la vie et le fait d'avoir des partenaires. Vous voulez dire qu'il n'y a pas que 3 groupes rebelles, il y en a d'autres également. Il y en a effectivement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué. Mais ce sont les 3 plus grands ça devient influents, compliqué. bien sûr. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces rebelles-là partagent la ligne de gouvernance des autorités de Bamako? Par exemple, aujourd'hui, ils ne sont pas avec leurs partenaires traditionnels. Par exemple, la France. Est-ce que les rebelles partagent les mêmes avis?
Est-ce qu'ils sont avec la Russie aujourd'hui? Est-ce que les rebelles partagent les mêmes avis? C'est là où ça Je devient comprends votre compliqué interrogation. par rapport à ceci. On se souvient, la CEMA a suspendu, c'était en décembre pour peut-être répondre à une partie de votre question, sa participation au mécanisme de mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger, tout comme la quasi-totalité des groupes armés signataires arguant de l'absence persistante de la volonté politique du pouvoir de Bamako. Est-ce que vous sentez également cette volonté politique ou bien la volonté, elle manque au niveau surtout de ces groupes rebelles qui sont unis aujourd'hui pour pouvoir faire face à Bamako? Oui, mais Monsieur Michel, moi j'ai, disons, des désaccords profonds avec le pouvoir malien, mais j'estime que sur cet aspect, l'État doit faire, doit user des prérogatives des prérogatives de monopole de la violence pour régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a la force nécessaire pour le faire? Non, mais avec la force nécessaire, ça c'est une autre question. Vous savez, lorsqu'on est à la tête d'un État et que cet État-là fait face à plusieurs défis, on cherche des solutions appropriées. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la nature des revendications des groupes, de la coordination des mouvements de l'Azawad, ce sont des gens qui ont des velléités autonomistes. Donc c'est ce qui a toujours animé cela. Et moi je crois qu'ils n'ont jamais fait preuve de sincérité lorsqu'ils signaient l'accord d'Alger. Parce que signer l'accord d'Alger veut dire tout simplement que c'est reconnaître le droit positif malien et reconnaître l'organisation administrative territoriale aujourd'hui qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Mali elle est calqué sur le modèle du principe de la décentralisation. Or, donc ce sont des gens qui estiment que soit il faut aller à l'État fédéral. Je suis d'accord sur ce principe, mais ce sont des gens qui ne veulent plus faire partie du Mali. Et donc, ils veulent créer un autre État. Et donc, alors là, le problème, il se pose. Je crois que le pouvoir malien est très attaché, y compris moi, je suis en politique, je suis très attaché au principe d'indivisibilité de nos républiques. Et donc, peu importe les revendications que les rebelles aujourd'hui peuvent brandir, j'estime que sortir de l'État malien pour moi est inadmissible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu la signature des accords d'Alger en 2015. Toutes les parties étaient censées faire quoi? De faire preuve de bonne foi pour la mise en œuvre de ces le problème vient de quel côté, selon vous? Cette résolution. Mais non, mais aujourd'hui, ce groupe ou cette coalition des mouvements rebelles dénonce unilatéralement les accords d'Alger. Et donc, moi, je peux comprendre qu'il peut y avoir des incohérences dans la mise en œuvre. Au même moment, ces groupes rebelles, à maintes reprises, ont interpellé Bamako également. Oui, mais ils ont interpellé Bamako, mais Bamako également fournit des efforts, mais peut-être pas à la hauteur de leurs attentes. Ouais, mais c'est qu'il faut connaître aussi le contexte dans lequel également le gouvernement malien évolue. On ne peut pas à chaque fois satisfaire à toutes vos requêtes. À un moment donné, on sait très bien que le Mali est dans une situation de dégénérescence territoriale avancée où l'autorité de l'État est sapée par un certain nombre d'anarchistes sur l'ensemble du territoire. Vous avez eu un accord en 2015. Moi, je leur prierai tout simplement c'est-à-dire que de fournir tous les efforts pour, comme monsieur Hérault l'a dit. Et comme Hérault l'a dit, c'est peut-être une pression. Vous êtes homme politique. Oui, c'est une pression peut-être sur Bamako. Oui, et c'est maintenant à Bamako de sortir. Oui, mais c'est à Bamako de sortir. Vous savez, puisque vous l'avez dit, qu'ils ont interpellé plusieurs fois Bamako. Bamako a essayé d'apporter des éléments de réponse. Mais ce sont des gens, au fait, en réalité, il faut que cette coalition, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec l'organisation administrative territoriale aujourd'hui. Et donc, je crois que l'unicité même de la République du Mali leur pose problème. Ils veulent créer leur État. Parce que quand vous prenez par exemple le creuset culturel, quand vous prenez par exemple les Arabes et les Touaregs, ce sont des gens qui ont des spécificités qui peut-être est très loin. Par exemple, des Noirs maliens, vous m'excusez pour l'expression. Et donc, du coup, ils veulent créer leur propre État. Donc, comme je l'ai dit, je peux comprendre qu'il y a des incohérences dans la mise en œuvre de l'applicabilité de l'accord d'Alger. Mais je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir malien fait quand même des efforts. Et donc, l'ennemi commun aujourd'hui, c'est le terrorisme. Il faut qu'on le dise la vérité. L'ennemi commun, c'est par exemple, tous ces groupes rebelles qui estiment qu'ils ont une force de frappe, une force militaire persuasive et tout, ils peuvent appuyer
le pouvoir malien pour combattre les terroristes, stabiliser le pays et maintenant revenir à la table de négociation. Parce que pour moi, je suis désolé, ce sont des caprices. Ce sont des caprices. Et donc, ils reviendront toujours pour réviser l'accord d'Alger. On peut signer tous les accords possibles. Tous ces gens-là sont animés par des velléités sécessionnistes. La preuve, ils ont quitté la commission spécialisée de rédaction de la Constitution. Pourtant, la Constitution était censée fonder une nouvelle république avec de nouvelles institutions. Et comme Consigan l'a dit, ils ne sont pas d'accord avec la nouvelle Constitution proposée. Proposée avec des éléments de réponse. Mais à chaque fois, il faut faire, on peut trouver des concessions. On ne peut pas se lever comme ça pour dénoncer unilatéralement. Et comme je l'ai dit, tant que le pouvoir malien ne cédera pas sur la Constitution d'une nouvelle république revendiquée par cette coalition, ils ne cesseront jamais. Et donc, pour moi, en politique, très attaché à l'indivisibilité de la République malienne, je dis tout simplement que le pouvoir central doit prendre toutes les mesures pour amener tous ces gens à la table de négociation. Alors, Robert Consigan, à côté, les analystes disent aussi une chose. Ils disent que derrière ces groupes, il y a sans doute des puissances. Ça, c'est un. Ils parlent également de certains pays qui n'arrivent pas à jouer franc jeu. On parle même de l'Algérie qui ne serait pas aussi directe. Ça, ce sont les propos de ceux qui sont proches de Bamako. On parle du Niger, ça on peut comprendre sa position, et même de la Mauritanie. Votre point de vue? Non, je crois que l'accord, je voudrais revenir un peu sur le développement d'Achraf. Vous savez, les accords d'Alger ont mis de côté toute idée de sécession. Les accords d'Alger n'ont pas, je ne sais pas, n'ont pas en leur sein la cession du Mali, non. Mais je crois que c'est plutôt les actions et la présence de l'État malien dans ces zones qui posent problème et les infrastructures. C'est-à-dire que durant longtemps, depuis l'indépendance du Mali, c'est des zones qui ont été abandonnées. La présence de l'État est rare, les infrastructures qui sont au sud ne sont pas dans ces régions-là, raison pour laquelle les terroristes même ont pris alors ces régions et en ont fait des fiefs depuis la nuit, depuis longtemps. Et c'est ça qui a fait que Amani Toumani Touré a fait les frais et a perdu le pouvoir parce que le terrorisme a commencé par là et c'est ce qui a fait que Sanogo a pris le pouvoir pour aller alors à leur rencontre. Donc je crois c'est plus la présence de l'État dans ces régions, les infrastructures qui n'existent même pas dans ces États-là qui posent problème. Maintenant, le pouvoir de Bamako semble faire fi de ces accords d'Alger et développe une autre politique de sécurité nationale. C'est ce qui fait que ces rebelles se retrouvent comme des terroristes à combattre par l'armée régulière. Et c'est ce qui pose problème. Parce qu'en principe, ces rebelles, comme l'a dit le maire, donc je voudrais que les gens savent qu'il est le maire de Lavier. Voilà, là où Adebayora a sa grande ferme. Voilà, c'est le maire ça. Donc les gens le reconnaissent. On dit, mais le maire, quelqu'un m'a dit la fois dernière, mais il est le maire d'où? Donc je voudrais préciser qu'il est le maire de Lavier, ou le premier adjoint au maire de Lavier. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas la sécession qui est le problème, mais c'est le contenu de l'accord qui parle de la présence de l'État dans ces zones, la mise en place des infrastructures routières et tout. Mais et puis la collaboration militaire entre ces groupes rebelles et les forces régulières. C'est ce qui a fait que dans cet accord-là, on a dit, ces rebelles-là, c'est-à-dire tout ce qui est appareil militaire de ces rebelles doit être reversé dans l'armée régulière et contrôlé par le pouvoir de Bamako. Il ne doit pas être pris comme des terroristes. Et donc, si aujourd'hui, l'État malien ne veut pas les reconnaître et veut aller en guerre contre elles, avec ces groupes rebelles-là, je dis, ce serait déjà perdu d'avance parce que n'oublions pas que ces groupes rebelles sont là-bas. Il y a de cela longtemps. Ils ont des ramifications avec des groupes terroristes, l'EI et tout. Et donc, même les populations ne permettront pas aux FAMA alors de s'en prendre à ces groupes terroristes facilement. Parlant de ramifications, et puis, aussi avec des pays, c'est grâce à ces groupes rebelles que Gao a été récupéré. Sinon,
tout ce que comportait Gao comme vestige pour l'histoire et tout devrait être totalement décimé par le groupe EI dans le temps. Donc je dis aujourd'hui, si Bamako doit prendre des mesures fortes contre ces gens-là ou aller les combattre, la guerre est déjà perdue d'avance. Allez, la question, je la pose à monsieur le maire, puisque vous n'avez pas répondu à cela. On voit la main de certains pays, la main de certaines puissances. Vous voyez également cela ainsi? Michel. On parle de la Mauritanie, de l'Algérie qui ne jouerait pas franc jeu. On parle également des Occidentaux. Ce sont des analystes en tout cas. Des analyses. Vous pensez que on peut parler de rébellion, de terrorisme sans qu'il y ait aucune puissance derrière? Vous pensez que... Donc vous confirmez? Vous pensez qu'on peut avoir les fumées comme ça sans que le bois brûle quelque part? Non. En fait, ce que nous voyons comme des rebelles n'est que ce qui a été préparé dans les officines des puissances. Lesquelles? Les armes. Les armes, vous allez les trouver où? Qui fabrique les armes? Bon, on sait déjà que les armes pilules au nord du Mali. AK-47, c'est fabriqué où? Ce sont des armes soviétiques. Quand on parle de ces armes-là, c'est fabriqué, vous pensez que c'est fabriqué à Gao? Non. Vous ne voyez pas le ministre russe des Affaires étrangères circuler, que ce soit au Mali, que ce soit en Mauritanie. Vous ne voyez pas les Occidentaux. Oui, les Américains étaient également à Nouakchott. Etc. Mais ici, c'est que ça devient un problème. Oui, exactement, il doit y avoir de puissance derrière. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un certain nombre de jeux. Parce que nous, les Africains, nous avons émis, ou bien nous mettons trop d'émotions dans la gouvernance. Nous pensons que quand on parle de la gouvernance, c'est un jeu des enfants où je suis pas content, je me mets en colère. Non, c'est un lieu de négociation agressive. C'est un lieu où les gens cherchent leurs intérêts. Michel, est-ce que si tu as des moyens pour vendre des choses en France, tu vas le faire? Pour trouver de l'argent, tu vas le faire, tu vas gagner. C'est l'affaire des narcotrafiquants. C'est-à-dire qu'au temps de guerre, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Et c'est des économies qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est des lieux où transitent beaucoup de produits illicites. Et donc la guerre... les gens profitent de la situation, vous voulez dire. Donc la guerre profite énormément à beaucoup de personnes, à de grandes puissances et aussi à de grands opérateurs économiques. À la dimension mondiale. Donc, si les gens veulent faire transiter des drogues, il suffit de passer par des terrains qui sont en guerre. Personne ne va vous contrôler. Il faut négocier, trouver des ententes avec les partis en guerre. C'est fini. Donc, quand il y a la guerre, ça profite. Donc, les puissances sont toujours derrière et tirent les ficelles. C'est normalement, nous les Africains, aux Maliens de savoir qu'en réalité... Mais on parle des Africains également. Quand on parle de la Mauritanie, on parle de l'Algérie, du Niger, on peut comprendre. Ça aussi, ce sont les Africains. C'est peut-être... C'est ce que on trouve avec le Rwanda, la RDC, le M23. C'est que quand les gens parlent du soutien d'un certain nombre de pays au Rwanda afin d'alimenter le M23, c'est ça. Si on parle de la Mauritanie, on dit tout juste qu'il y a des puissances qui passent par la Mauritanie pour alimenter la guerre. C'est fini. Donc aujourd'hui, il est vrai, Kossigam vient de le dire que l'État doit se réserver le droit ou bien le monopole de la violence sur les rebelles. C'est très difficile dans ce cas parce que ça doit être analysé. La reconnaissance et l'administration, l'unicité du territoire, c'est cas par cas. Aujourd'hui, il n'y avait pas tellement de terroristes lorsque les rebelles ont pointé les nez, mais souvenez-vous que le pouvoir de Bamako n'a pas pu résister à ces assauts. Aujourd'hui où ça devient encore plus compliqué, affronter ces rebelles-là par la violence devient compliqué. Donc, il faut vraiment analyser, prendre les choses au clip de telle manière que le pouvoir de Bamako ne tombe pas
sous la main des puissances. Donc aujourd'hui, dire que on doit peut-être aller à l'encontre ou frontalement. Il faut négocier, il faut parler, il faut se réunir. Quand on parle de négociation, je pense que nous pensons toujours que c'est ceux qui sont en situation de faiblesse qui négocient. Non, vous pouvez littéralement être en position de force mais négocier parce que le fait de passer par la violence va faire beaucoup de dommages que de négocier d'une manière à ce qu'on trouve un terrain d'attente et que la paix revienne. Et ça permet quand même à ces puissances-là qui alimentent la guerre de ne plus avoir d'autres issues pour pouvoir ratisser les flammes. Alors, Achraf Ouroussama, quand on suit le développement de Georgeo, c'est clair, il y a peut-être des puissances derrière. On peut dire que derrière ces groupes, peut-être que ce sont des puissances occidentales, puisque l'autre puissance est du côté de Bamako, et puis certains Africains du côté de Bamako, et d'autres Africains également du côté des groupes rebelles. Ça devient compliqué. Oui, mais je sais pas s'il y a des soutiens ou pas. Vous savez très bien, moi, je suis contre la posture victimaire à chaque fois je ne crois pas au terreau du complot. Vous savez, moi, je suis quand même extrêmement gêné par le développement de mon cher monsieur. C'est-à-dire, nous avons cette facilité-là disons, d'expliquer certains événements par la précarité ou la pauvreté. C'est comme expliquer aujourd'hui le djihadisme par la pauvreté et par des gens qui viennent des classes populaires. Nous venons majoritairement des classes populaires, mais nous n'avons jamais pris les armes contre l'État. Quand vous prenez l'article 1er de la Constitution togolaise, on nous dit la République togolaise est laïque et indivisible. Donc le principe d'indivisibilité de la République est consacré constitutionnellement. Aujourd'hui, quand on prend le cas du Mali, mais je suis désolé, sur le territoire malien, on peut trouver également des zones où il y a une désertification du service public, où l'État est totalement absent. Mais ces gens-là n'ont jamais pris les armes contre l'État. Si vous voulez extérioriser votre frustration, vous voulez formuler des requêtes, il faut le faire dans un cadre institutionnel. C'est aussi clair que ça. Vous ne pouvez pas à chaque fois dénoncer des accords, prendre des armes. C'est pour cette raison que je dis tout simplement que sans que ces gens-là ne seront pas ne réussiront pas à créer une autre république parallèle à celle de l'État malien aujourd'hui, ils ne cesseront. Quelqu'un aussi peut dire que c'est équilibré. Ceux-là aussi ne sont pas contents de la gestion du pays. Ils ont pris des armes contre le pouvoir en place. Oui, certes. Si on n'est pas content de la gestion d'un pays, je crois que tous ces Touaregs-là, ces Arabes sont des Maliens. Ils répondent probablement aux conditions. Vous voulez qu'eux aussi prennent les armes contre le pouvoir de Bamako? C'est juste un exemple que je donne. Ils répondent probablement aux conditions d'éligibilité. S'ils veulent changer, il y a des emplois publics ou des postes électifs ou nominatifs à occuper. Ils peuvent tout simplement participer aux élections, gagner des élections et gérer également leur territoire. Maintenant, je suis d'accord sur un point. Et quand moi je le dis, quand on parle des pays d'instabilité, je reviens toujours à l'organisation administrative territoriale. On sait très bien que l'État malien est un pays extrêmement vaste, où aujourd'hui, quand on parle spécifiquement des revendications de la coalition des mouvements de soins, il parle de l'autonomie locale. Oui, sur cet aspect-là, je suis d'accord sur l'autonomie locale pour qu'on puisse aujourd'hui donner beaucoup plus de liberté aux collectivités territoriales de s'administrer librement. Parce que pendant longtemps, l'autorité centrale a failli sur ce point. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il ne faut pas toujours expliquer la prise d'armes. On a compris. On va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite puisqu'on va toujours parler du Mali.